Quand je me suis réveillé, il y avait plein de monde autour de moi qui m'appelait par mon prénom. Je voyais bien qu'ils me connaissaient, mais je n'avais aucune idée de qui étaient ces gens-là, donc j'étais complètement perdu. On m'a dit votre famille est là, je vous présente, c'est votre femme et votre maman. C'était pas possible qu'ils me reconnaissent pas. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Je ne savais pas que j'avais des enfants, je ne savais pas où j'étais. Quand on me demandait qui j'étais, je donnais mon nom de jeune fille et mon adresse de mon enfance. Je sais plus qui je suis complètement perdu. J'ai quand même perdu 36 ans de ma vie que je me souviens plus du tout. J'arrive pas à m'en remettre. À 42 ans, j'ai été obligé de reprendre tout à zéro. Il a fallu vraiment me rapprendre tout, quoi. Je savais écrire, mais je sais pas du tout comment on écrit les mots, en fait. Quel souvenir gardez-vous du moment où vous êtes rentré chez vous? J'ai envie de repartir. J'ai peur que la perte de mémoire revienne un jour. Ça m'a lâché une fois, qu'est-ce qui me dit que ça ne me relâchera pas? On a une épreuve à traverser, on est en train de le faire. Voilà, avec des hauts, des bas. On y arrivera, je le sais qu'on y arrivera, parce que j'y crois. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les hommes et les femmes que je reçois aujourd'hui ont vécu une histoire incroyable. À la suite d'un accident de voiture, d'une crise cardiaque ou d'un coma, ils ont tout oublié. Toute leur vie s'est effacée et ils se sont réveillés sans reconnaître leurs proches, sans même savoir qui ils étaient eux-mêmes. Amnésiques, ils refont le puzzle de leur vie, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et on va commencer cette émission avec David. David, bonjour. Bonjour. Je crois que pour vous, David, cela n'a pas été si simple de venir jusqu'à nous. Vous êtes très stressé aujourd'hui. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes installé aux côtés de nos invités? Toujours stressé. Toujours stressé, Oui. Ça va pas mieux, même entouré. Ouais. C'est pourtant vous qui avez répondu à notre appel à témoins. Pour quelle raison? Pour avoir des réponses. Quelles sont les questions que vous vous posez? Suite à mon amnésie, je veux savoir pourquoi j'ai ça exactement. Et puis faire connaissance avec des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. À quand remonte votre tout premier souvenir? Quelques temps après l'accident, en fait, on va dire les premières vacances, quoi. C'était quand, précisément? Mois d'août, août 2007. Août 2007. Oui. Voilà. Donc vos souvenirs les plus anciens datent de cette période-là. Voilà, oui. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes réveillé à l'hôpital? Oui, je me souviens quand je me suis réveillé, il y avait plein de monde autour de moi qui m'appelait par mon prénom. Ouais. Tous ceux qui étaient autour de moi me stressaient beaucoup. Ça bougeait trop autour de moi, quoi. Donc, Pourquoi ils vous stressaient? Parce que justement, ils avaient ils l'air de étaient vous... ils étaient auprès de moi. Je voyais bien qu'ils me connaissaient, mais je n'avais aucune idée de qui étaient ces gens-là. Donc j'étais complètement perdu. Super stressant de vous dire que vous les connaissiez pas du voilà. tout. Vous avez reçu quelle visite dans les minutes qui ont suivi? J'ai ma femme qui est arrivée. En fait, je ne l'ai pas reconnue. En fait, c'est juste le son de sa voix qui m'a... Je ne sais pas comment vous dire, mais ça m'a fait quelque chose. Et quand on m'a demandé si je l'ai reconnue, je dis oui, je la reconnais, mais pas au niveau de son visage. Au niveau de sa voix, m'a dit... ça m'a parlé. Vous avez reconnu une voix familière. Voilà, oui. Mais incapable de dire de qui il s'agissait. Non. On vous entend parler, on vous voit hésiter. Est-ce que vous avez retrouvé... Non, j'ai rien retrouvé. Alors, vous êtes resté hospitalisé pendant 3 jours. Vos proches sont venus vous voir. Est-ce que, au fur et à mesure qu'ils défilaient, ils vous rappelaient des souvenirs? Non. On me parlait de qui j'étais, on m'expliquait ce que je faisais, mais je n'avais pas de souvenirs qui revenaient en les voyant ou quoi que ce soit. Y compris vos plus proches, c'est-à-dire vos parents? Mes parents, mes frères, tous ceux qui sont vraiment très proches de moi, je ne les ai pas reconnus du tout non plus.
Même leur voix. Même leur voix. Alors que celle de votre femme vous Oui. était familière. Oui. Comment vous viviez ce trou noir? Difficilement. C'était dur à accepter et à comprendre ce qui se passait. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, on ne m'expliquait pas non plus. On doit éprouver un immense sentiment de solitude à ce moment-là? On est tout seul, oui. Tout seul. Oui. Ah oui, là, on est seul vraiment pour le coup. Alors, c'est votre femme qui est aujourd'hui votre mémoire. Elle vous a accompagné pour vous soutenir. Merci d'accueillir chaleureusement Stéphanie. Stéphanie, alors que s'est-il passé ce 29 mai 2007? Eh bien, j'étais sur mon lieu de travail, donc on vient me chercher dans mon service en cardiologie et on m'annonce que David a eu un accident, que c'est pas grave, mais qu'il a une petite perte de mémoire. Donc je descends, le voir aux urgences et ma première question c'est de savoir si ça allait quand même. Et après, comme on m'avait dit qu'il avait une perte de mémoire, je lui ai demandé s'il me reconnaissait. Il m'a dit oui. Et je lui ai demandé oui, qui je suis qui? Il m'a dit c'est ma femme, Stéphanie. Et donc j'ai été moi quelque part rassurée sur le moment. Ouais. Voilà. Sur le moment, Sur parce le que moment. après vous avez constaté Au l'ampleur fur et à des dégâts. mesure des heures qui passaient, oui, j'ai réalisé ce qui se passait vraiment. Donc au bout de 3 jours, il est rentré à la maison. Comment Oui. s'est déroulé votre retour à la maison? Difficile parce que là encore on s'est aperçu qu'il ne reconnaissait pas la maison. Donc on a revisité la maison. On a replacé les choses, replacé son cadre de vie. Voilà, donc difficile. Vous vous êtes senti bien dans cette maison? Non, je crois que non, je me suis pas senti à l'aise dans la maison. Je crois que je l'ai jamais aimé. En fait. Perdu, il a été perdu. Aucun objet ne vous a Non. interpellé? Non, rien du tout. Il a fallu vraiment me rapprendre tout. Quoi. J'ai une anecdote, si vous voulez. Quand on est rentré, ma femme m'avait demandé de mettre un produit dans un... Comment on appelle ça? Un congélateur. Et puis en fait, j'ai pris ce qu'elle m'avait donné. Et puis dans notre cuisine, il y a une arrière-cuisine. Il y avait un meuble. J'ai ouvert le meuble, j'ai vu qu'il y avait des aliments dedans et je l'ai posé dedans. Et je suis revenu. Et puis c'est là je crois qu'elle a trouvé que j'étais un peu trop rapide. Donc elle m'a demandé si c'était fait. J'ai dit oui. Puis, elle a pas m'a cru, en fait. Comme il m'avait semblé vraiment très rapide, le congélateur était vraiment pas à côté. Je lui ai dit montre-moi où tu l'as mis. Et en fait, il m'a montré notre réserve alimentaire, en fait. Et alors là, je lui ai dit non, alors ça, c'est pas un congélateur. Donc il a fallu que je aille lui montrer ce que c'était qu'un congélateur. C'est-à-dire qu'il a fallu renommer tous les objets, tout lui réapprendre, en fait. Voilà, c'est pire que de l'oubli, vous avez dû tout réapprendre. Voilà. Ah oui. La lecture, l'écriture? J'ai tout perdu. L'écriture, j'ai perdu. Je savais écrire, mais je ne sais pas du tout comment on écrit les mots, en fait. Il a fallu que je voie un orthophoniste pour apprendre à écrire. J'ai perdu aussi au niveau du goût, des choses que j'aimais avant, que je n'ai plus aimé après l'accident. Et les gestes de la vie quotidienne? Je sais pas moi, vous lavez, Moi, se laver, pour moi, les premières fois, il était à l'hôpital. Alors, est-ce qu'on lui a réappris à l'hôpital? Je ne sais pas, mais en tout cas, une fois rentré à la maison, il n'y avait pas de problème. Le rasage, par contre... C'est mon frère qui m'a appris, en fait. Voilà. Ah, vous saviez plus vous raser? Non. Je ne savais pas ce qu'il fallait utiliser. Donc, vous avez tout réappris. Voilà. Et les sentiments? Quand vous l'avez reconnu, vous avez rééprouvé les sentiments que vous éprouviez apparemment avant? Il a fallu apprendre. Ouais. Il a fallu apprendre à être ensemble. Ça n'a pas été dur. Non, pas moi. Mais oui, il a fallu apprendre les sentiments. Vous avez reconnu votre femme, mais en ayant perdu le lien que vous aviez avec elle finalement. Voilà. Oui. Ça doit être terrible. Oui. Comme si c'était une étrangère? Oui et non, parce qu'en fait, je crois que j'y ai fait confiance dès le départ, tout de suite. Ouais. Je me suis reposé beaucoup sur elle. Je crois qu'elle a fait 70% à ma place de tout ce que j'aurais dû faire. Ouais.
On voit que vous la cherchez tout le temps du regard. Voilà, tout le temps. Tout le temps. Vous avez, c'est votre pilier, votre béquille. Oui. On vous sent tellement triste, fragile. Oui. Vous êtes dans quel état émotionnel? On peut pas dire que je sois bien dans ma peau. Hein. Je suis pas bien dans ma peau. J'ai eu un soulagement parce que il y a un mois et demi, on a découvert que Monsieur Huret, qui a eu la même chose que nous, mais il y a 25 ans, quand j'ai découvert que j'étais pas tout seul, je sais pas, il y a quelque chose qui est parti. Je me suis un peu plus senti tout soulagé. Ce jour-là, c'est la première fois qu'il m'a dit qu'il était heureux. En 5 ans et demi, c'est la première fois que je m'entendais me dire ça. C'est ça que vous êtes là aujourd'hui soulagement. Pour voir d'autres personnes qui ont connu ça, pour vous sentir moins seul. Ouais. Un passé envolé, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous dans l'Eure. Faut que tu te lèves. Il est 10h15. Comme chaque matin, Stéphanie est obligée d'aller réveiller David. Depuis l'accident, David a beaucoup de mal à se réveiller le matin. Si je suis pas là, en général, il dort très longtemps. Je joue le rôle de plusieurs personnes, c'est-à-dire je peux être très bien sa femme, je peux être son infirmière quand ça va pas, je peux être sa mère aussi parce que il y a plein de choses où voilà, il se sent comme un enfant. Donc voilà, je joue aussi ce rôle de maman alors que j'ai pas à le jouer. Bisous. Ça va? Ça a été? Ouais. Le réveil pas trop difficile? Si. Si, parce que... J'aurais bien dormi plus longtemps. Ah oui, ouais, comme d'habitude. Ouais. Donc ça te dit d'aller faire les courses cet après-midi? Parce que moi je vais pas avoir le temps. Non, j'ai pas envie. Non? Bah. Pas du tout. J'ai pas envie. La dernière fois, j'ai ramené tout en double, donc je vais pas m'amuser à refaire la même chose. Oui, mais c'est une expérience comme une autre. Mais j'ai pas envie, là. Bon, t'as pas envie. Tout à l'heure. À chaque fois que Stéphanie s'absente de la maison, David se retrouve désœuvré et tente de tuer le temps comme il peut. Quand je suis tout seul à la maison, en fait, je m'ennuie pas mal. Je m'occupe quand même à essayer de jouer à la console ou je lis. Je regarde beaucoup de films aussi. Tout ce qui concerne les adultes, ça ne m'intéresse pas énormément. Par contre, tout ce qui va être pour les enfants, je vais plus attiré par les jeux, les jouets, les choses comme ça. Malgré ses occupations, David attend avec impatience le retour de sa femme. Quand Stéphanie n'est pas là, je trouve le temps assez long. Je dépends beaucoup d'elle. Si elle n'est pas là, oui, je vais me sentir vraiment perdu. Et apparemment, avant, je prenais quand même pas mal de décisions moi-même. Je prenais les devants quand même. Et maintenant, je sais plus. Je sais que je peux pas. J'ai complètement perdu confiance en moi. Je suis pas à l'aise dans ce que je fais. J'ai quand même perdu 36 ans de ma vie que je me souviens plus du tout. Et ça me travaille énormément. J'arrive pas à m'en remettre. Ça va. Ça a été? Oui, ça a été. Bon, bah, je vais ranger les courses. D'accord. Ce comportement et ce manque d'initiative sont parfois difficiles à vivre pour Stéphanie. Le fait de gérer seule tout le temps à la maison, c'est difficile parce que j'ai pas toujours le temps de faire tout et voilà, j'ai l'impression que tout dépend de moi en fait. Il m'est arrivé régulièrement quand même de vouloir baisser les bras parce que pour moi c'est usant. Mais j'ai un caractère très fort qui me permet justement de toujours aller de l'avant et de finalement pas baisser les bras. La jeune femme peut aussi compter sur le soutien de ses proches, sa sœur jumelle, Delphine, ainsi que Nathalie, une amie du couple. Ça a un café? Oui. Elles sont également à l'écoute du mal-être de David. On regarde quelques photos? Ça te dit? Non, ça me dit pas. Mais... Pourquoi? Parce que ça me donne rien. Oui, pourquoi ça te donne? C'est pas moi. Bah, c'est toi quand même. C'est moi, mais c'est pas moi maintenant. Oui, c'est toi avant. Pour ça, c'est que tu fasses avec, et donc on est là pour t'aider pour ça. À 42 ans, t'es obligé de reprendre tout à zéro.
Nous, on est obligés, on ne peut pas, nous, avoir oublié tout ce que toi, t'as oublié. On est obligé de te rappeler les choses, de te rappeler que t'as vécu avant. Donc tu vois, moi, maintenant, j'aimerais bien que tu acceptes finalement que cette mémoire ne revienne pas. Je pense que ça pourra te permettre d'avancer. L'amnésie, c'est la troisième personne du couple, c'est la tierce personne. Plein de choses, ouais. Et malgré tout, pour faire tout ce que tu fais, il faut avoir un amour inconditionnel pour le faire. Et combien de personnes peuvent se prévaloir de s'aimer autant? J'ai envie que notre couple perdure et soit fort et que voilà, on a une épreuve à traverser, on est en train de le faire. Voilà, avec des hauts, des bas. Mais on le traverse tous les deux, entourés par tout le monde. Et voilà, on y arrivera, je le sais qu'on y arrivera, parce que j'y crois. Donc voilà, je suis toujours là et je serai toujours là. Alors, il est temps d'ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Tout recommencer à zéro ». Et je vais d'abord donner la parole à Benoît Papon, notre médecin, qui va pouvoir mieux nous aider à comprendre ce que David traverse depuis 6 ans. D'abord, Benoît, est-ce que ce type d'amnésie est rare ? Déjà, pour commencer, on va parler de la mémoire et des troubles de la mémoire, en sachant qu'il n'y a pas une mémoire, mais des mémoires. David l'a extrêmement bien expliqué. Il s'est souvenu de son épouse au son de sa voix. Donc le son de la voix a déclenché quelque chose, alors que spontanément le visage ne lui rappelait rien. Alors en gros, il souffre d'une amnésie. Alors il faut déjà parler de la mémoire. Il y a une mémoire à court terme, il y a une mémoire à long terme. Il faut savoir que les différents spécialistes qui s'occupent de la mémoire, selon leur formation, selon ce qu'ils sont neuropsychiatres, selon ce qu'ils sont plus orientés psychiatrie, vont pas s'occuper des mêmes troubles de la mémoire que les neurologues qui vont prendre en charge des gens qui ont fait des accidents vasculaires ou que les neurochirurgiens qui vont prendre en charge des gens qui ont un hématome ou une tumeur. Donc déjà, nous avons différents spécialistes qui s'occupent des troubles de la mémoire et ensuite, dans les études, dans les recherches, nous avons différents spécialistes qui s'occupent de ces mémoires. Nous avons des neurologues et puis nous avons des psychologues parce qu'on se rend compte que la mémoire, depuis 25 ans, on a des appareils d'imagerie de plus en plus précis. À la Pitié-Salpêtrière, ils vont même avoir un IRM extrêmement puissant qu'on mesure. Vous savez, on mesure les IRM avec le champ magnétique qui est déclenché, donc habituellement c'est 1,5 Tesla. Là, ils vont avoir une IRM de 7 Tesla, ce qui va permettre de voir presque à l'échelon des cellules comment les choses s'activent. Et si je peux me permettre, je voudrais vous rappeler que nous avons 100 milliards de neurones dans notre cerveau, c'est-à-dire 15 fois la population mondiale. Ce chiffre. Ben oui, parce à chaque fois, vous nous le donnez. Voilà, imaginez que vous êtes dans une forêt. Tous les arbres se ressemblent, ce sont des neurones, mais vous allez créer des liens entre ces arbres et chaque neurone a 10 000 connexions. Ce n'est pas une connexion, c'est 10 000 fils qui partent vers les autres arbres. Donc vous êtes en train de dire qu'on est loin de tout comprendre. Exactement, nous sommes des ignorants. Amnésie psychologique, vous avez déjà entendu parler de ça ? Alors non, en pratique, oui. En pratique, on parle d'amnésie antérograde. Oui, j'en ai déjà entendu parler, puisque effectivement, les psychologues, les psychiatres soignent des amnésies qui n'ont pas de substrat neurologique organisé. C'est-à-dire qu'en pratique, nous avons, par exemple, vous, Sophie, si je vous donne un vélo, alors que ça fait 15 ans que vous n'en avez pas fait, ben, je vous dis, viens, on va en vélo faire un tour. Vous allez monter dessus et spontanément, vous allez récupérer la balance de votre équilibre et vous allez pouvoir faire du vélo. Comme on dit, le vélo, on ne l'oublie jamais. Imaginez que vous êtes avec un corps couvert de post-it qui dit « j'aime le poisson, j'aime pas les moules, j'aime le chaud, j'aime pas le froid » et qu'un coup de vent fait partir des millions et des millions de post-it. Des milliards de post-it. Parce que tout ce que vous avez appris, à prendre votre café avec du lait, à tourner avec une petite... Il y a des gens qui ne savent même pas à quoi sert une fourchette. Vous l'avez appris quand vous aviez 2 ans, 3 ans, et vous l'avez mis en mémoire. Est-ce que vous savez faire du vélo, par exemple ? Vous avez ce genre d'activité que vous aviez apprise Oui, j'en ai refait, oui. Oui, vous êtes capable d'en refaire. Oui. Est-ce que vous avez passé une IRM ? Oui. Oui. Et sur cette IRM, on n'a rien décelé de particulier ? Non. Normal, les résultats normaux.
Peut-être que sur celle-là dont vous parliez, elle est peut-être un peu plus précise. Aujourd'hui, on détecte de plus en plus de choses, mais il est clair que pour la mémoire, on se rend compte, depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, que les processus, si vous voulez, en gros, il y a 3 choses à prendre en compte pour ce qu'on mémorise. Il y a l'apprentissage, on apprend quelque chose, j'apprends à lire un poème, j'apprends un poème. Il y a le stockage de ces informations, et ensuite il y a aller rechercher ces informations. C'est-à-dire que si tout d'un coup j'ai des lacets, il va falloir que je me dise, tiens, comment je fais pour faire un nœud à mes chaussures? Donc je vais aller chercher l'information. En fait, là, je vais appeler une mémoire qu'on appelle la mémoire procédurale, un geste, tout ce qui est geste, faire du tennis, faire du vélo, apprendre à nager. Spontanément, vous allez vous mettre à faire la brasse si vous avez appris la brasse. Donc il y a plusieurs types de mémoire. Là, la mémoire dont vous souffrez, enfin l'amnésie dont vous souffrez, c'est une amnésie d'effet ancien, c'est une amnésie rétrograde. A priori, par contre, vous vous souvenez de ce qui s'est produit après l'accident, donc il n'y a pas d'amnésie antérograde. Ce que vous avez fait hier, par exemple, vous vous en souvenez? Oui. Mais il y a des amnésies qui ne sont pas gênantes et il y en a d'autres qui sont très dépersonnalisantes, déstructurantes, parce qu'effectivement, nous constituons notre personnalité à partir de ces souvenirs. Et il a très bien dit, David, qu'il a son goût qui a changé. Bon, pour savoir que votre goût a changé, il faut savoir qu'avant, vous aimiez le sucré. Or, on lui a dit, avant, tu aimais le sucré. Il dit, ben non, maintenant, j'aime que le salé. C'est-à-dire que maintenant, il mange du saucisson, avant, il mangeait des glaces. Ça change la vie. Stéphane, bonjour. Bonjour. En quoi le témoignage de David vous parle-t-il, tout particulièrement? On a quasi vécu la même chose. Sauf que moi, c'est pas un accident. Voilà. À quand remonte votre tout premier souvenir? C'était en février 2009, où je suis parti travailler. Pas bien loin de chez moi, puisque j'habite qu'à 3 km de mon lieu de travail. Et en fait, je suis parti travailler et on m'a retrouvé 2 jours et demi après à Narbonne. Mais ça, vous vous en souvenez ou vous êtes en train de me raconter ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de quoi précisément, de ce jour-là? Du jour où je suis parti, voilà. Vous vous souvenez de votre départ? Voilà, et je suis parti pour travailler. Ok. Et je me suis retrouvé à Narbonne sans savoir par où j'étais passé. Donc c'est à combien de kilomètres de chez vous? 450, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que vous avez conduit votre voiture pendant 400 kilomètres? Sans savoir pourquoi, où et comment. Alors après avoir parcouru ces kilomètres, de quoi vous souvenez-vous? En fait, mon véhicule a été retrouvé sur Montpellier. Et je me souviens d'avoir marché le long de la mer. Il y a un canal que je vois très bien, qui est encore gravé dans ma mémoire. Et c'est un canal qui est entre la mer et un étang. Et j'ai marché sur ce chemin. Et j'ai marché jusqu'à Narbonne. Pendant combien de temps? 2 jours à peu près. Et la nuit, vous dormiez où? Dehors, à la Belle Étoile. Et vous pensiez à quoi le long de ce canal? Rien. J'étais perdu, j'étais paumé, je ne savais pas où j'allais. Pourquoi cette direction? Pourquoi je n'ai pas pris l'autre direction? Pourquoi je ne suis pas parti du côté de Montpellier plus que de Narbonne? Je ne sais pas. Et où est-ce que vous avez atterri au bout de 2 jours? Au bout de 2 jours, donc, je suis arrivé à Narbonne. Narbonne, le mot Narbonne, en fait, je l'ai vu sur les panneaux publicitaires des villes, en fait. Et à un moment, je suis passé devant une brigade de gendarmerie motorisée, que je souhaite d'ailleurs remercier aussi. J'ai vu un drapeau bleu-blanc-rouge. Et ce drapeau bleu-blanc-rouge m'a appelé, m'a dit, c'est bien, on va t'aider. L'appel du drapeau bleu-blanc-rouge. Blanc-rouge, pourquoi? L'appel m'a fait rentrer. Donc vous êtes entré dans ce bâtiment? Je suis rentré dans ce bâtiment et là, tout de suite, comme c'était une gendarmerie, des gens sont venus vers moi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, écoutez, je suis complètement perdu. Il faut m'aider, je ne sais plus qui je suis, je sais même pas... je sais que je suis à Narbonne, mais je n'ai pas de papier, je ne sais pas d'où je viens. Alors vous n'aviez rien sur vous? J'avais un sac. Un sac avec, à l'intérieur, j'avais une pomme avec un petit couteau. J'avais un beeper de pompier. C'était pompier? J'étais pompier. J'ai fait 20 ans de service de pompier volontaire. Et en fait, c'est grâce à ça. Vous vous en souveniez que vous étiez pompier? Non. On vous l'a raconté depuis? On me l'a raconté depuis. Et en fait, dans ce bip de pompier, il y a un numéro.
Et ce numéro correspond à une personne. Et cette personne, c'était moi. Donc, ça a permis aux gendarmes de vous identifier. Voilà. Donc là-dessus, ils ont dit, vous vous appelez Monsieur Stéphane Laurent. Et là, ça fait tout drôle parce que, oui, on aurait dit, vous appelez, je sais pas, Jean-Édouard, comme ça, n'importe quel nom, ça aurait été pareil. Ça n'a rien évoqué en vous? Absolument rien. C'était le vide complet. Vous avez été alors transféré dans un service de psychiatrie. Où vous avez rapidement reçu la visite de vos proches. Qui est venu vous voir et comment ça s'est passé? La personne, le psychiatre qui s'occupait de moi m'a dit, voilà, je vous présente, c'est votre femme et votre maman avec l'ami de votre maman. Et là, oui, c'est bien, mais ça aurait été n'importe qui d'autre. Voilà, il n'y avait pas de... rien reconnu du tout. J'étais recroquevillé, en fait, sur moi-même, quoi, parce que j'avais peur, quoi. Peur de quoi? Peur de savoir qui c'est qui allait être. Je ne savais pas qui c'est qui allait être. On m'a dit, c'est votre femme, c'est votre maman et l'ami de votre maman. Mais oui, d'accord, mais moi, j'avais pas de photo, j'avais rien du tout, j'avais aucun point de repère. C'est la trouille. Ils vous ont pris dans leurs bras? Alors, ma maman m'a pris dans mes bras. Et dans ses bras? Oui, elle m'a pris dans ses bras. Elle s'est mise à pleurer. Moi, je me suis reculé. J'avais peur. Et mon épouse ne m'a pas touché. Elle m'a touché elle m'a dit, elle m'a touché que le pied. Voilà. Et c'est des grands moments qui fait que on aurait envie de vite partir. Pour ne pas blesser? Pour ne pas blesser et puis pour se protéger. Pour votre femme aussi, le choc a dû être terrible. Elle est avec nous, Monique, aujourd'hui. Nous l'accueillerons juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Alors qu'il était victime de harcèlement scolaire ou suite à un chagrin d'amour, votre enfant s'est donné la mort. Depuis, votre vie s'est arrêtée. Votre fils était à peine entré dans l'adolescence quand il a attenté à sa vie. Vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse en arriver là. Depuis que votre enfant a fait une tentative de suicide, vous ne parvenez pas à calmer vos angoisses. Votre frère s'est donné la mort alors qu'il n'était qu'un enfant. Cette épreuve a bouleversé votre vie. Étant enfant, vous avez tenté de mettre fin à vos jours. Aujourd'hui adulte, vous regrettez votre geste. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Mon père n'avait pas eu la chance de faire du piano quand il était petit, c'était un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Il avait choisi pour moi un avenir. Le piano est un peu devenu pour lui une obsession. Elle me faisait travailler, avoir des résultats pour elle, pour se faire bousser auprès de ses copines. Quoi que fasse l'enfant, il ne pourra jamais être à l'image de cet idéal que s'est forgé le parent. Et donc, dès l'âge de 4 ans et demi, il a commencé à me dire, voilà, je prends un calepin, je note. Si tu fais 3 fautes et que tu t'arrêtes pas, tu auras 3 coups de ceinture. Si tu fais 5 fautes, ce sera 5 coups. Je me faisais battre dès que j'étais en dessous de la moyenne. Dans un entraînement, quand c'était pas réussi, ma foi, c'était des coups. Très vite, il a commencé à me priver de manger. Et à partir de ce moment-là, on est rentré dans un système de terreur. J'étais enfermée à clé. Et puis si je faisais pas le poids, je me suis tapée dessus. Elle a commencé à me balancer des bols sur la tête. Après, ça a continué par les coutelas. Petite, je me demandais comment allait se passer la prochaine seconde, la prochaine minute, la prochaine heure. Il me disait tout le temps, je t'aurai, t'en crèveras, mais je t'aurai. Je crois qu'on n'a jamais compris véritablement pourquoi on nous battait, pourquoi on nous faisait tout ça. Le problème, c'est que c'est vrai, il y a des résultats à court terme, mais je veux dire, c'est des conséquences qui sont dramatiques à long terme pour les enfants qui ont été maltraités. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire.
Votre enfant n'est pas encore majeur et il souffre d'alcoolisme, vous ne savez pas comment l'aider. Vous soupçonnez votre ado de consommer régulièrement de l'alcool et vous êtes inquiète. Vous avez à peine 18 ans et vous êtes alcoolique depuis déjà plusieurs années. À cause de l'alcool, vous avez gâché votre vie. Très jeune, vous avez eu un accident de la route ou des problèmes de santé. Vous avez commencé à boire à l'adolescence et après des années de combat, vous êtes enfin abstinent. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire. Ce sont des histoires exceptionnelles que nos invités sont venus nous raconter aujourd'hui. Et je tiens à saluer leur courage d'être parmi nous. Monique nous a rejoint sur le plateau. Son mari Stéphane a disparu pendant 2 jours et quand elle l'a retrouvé, il avait tout oublié. Monique, bonjour. Bonjour. Voilà, le psychiatre nous accompagne auprès de Stéphane et sa maman vient avec moi. Elle ouvre la porte, parce que c'est tellement violent. Elle ouvre la porte et elle dit à mon mari, votre femme, votre mère. Et je vois un homme recroquevillé dans un lit, le regard perdu. Comment je pourrais dire, une peur immense. Moi, j'ai une angoisse qui me saisit, je peux faire que quelques pas, je ne peux pas aller plus loin. Sa maman ira le voir et le prendra dans ses bras. Et le geste de sa maman vis-à-vis de Stéphane, c'est il reste stoïque. Et sa maman a mal, c'est difficile de vivre ça. Moi, je m'approcherai que jusqu'au fond du lit de Stéphane. Je ne m'approcherai pas plus de lui parce que je vois une telle peur, une telle terreur dans ses yeux. Je lui ai dit que nous étions là pour le ramener chez lui, qu'il habitait Lyon. Je ne sais pas trop ce qu'il a entendu de tout ça parce que on était des étrangers pour lui. Vous êtes où là? Il revit, je pense. Vous revivez ce moment? Très douloureux. Très angoissant. Ça fait remonter beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça fait remonter? Toujours la peur et le doute. Encore aujourd'hui. La peur? La peur et le doute. Bien que nous vivons ensemble de nouveau, il y a toujours l'histoire du doute. Il n'y a pas la certitude de savoir je suis ton épouse, je suis ton mari. Il n'y a plus ces bases, ces racines, elles n'y sont plus. Quand vous voyez cette photo-là? C'est moi, oui. C'est plus celui-là. C'est plus celui d'aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est Stéphane d'avant. Et le moment du mariage, vous vous en souvenez? Rien du tout. Rien. Donc vous êtes rentré avec lui, chez vous? Oui. Quel souvenir gardez-vous du moment où vous êtes rentré chez vous? J'ai envie de repartir. Rien ne vous était familier? Non. Aucun objet, aucune odeur, aucun... Rien. Rien. J'avais le petit sac que j'ai avec moi, un petit sac comme un sac à main, et une veste. Et avant qu'elle arrive à m'enlever la veste du dos et poser le sac à main sur une chaise, je sais pas, mais... 4 heures, je pense. Ouais. 4 heures, il est resté assis comme ça. Vous aviez envie de repartir? Oui, la peur au ventre, on va dire, de pas être chez soi. De pas être chez soi. Oui, c'est notre maison. Oui, c'est... On me disait... Il faut faire visiter la maison à son mari. Il faut faire visiter la maison. Mais oui... Ça faisait combien de temps que vous y habitiez dans cette maison? Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Depuis 92. Vous avez passé 20 ans dans cette maison que vous ne reconnaissiez pas du tout? Non. Le fait est qu'aujourd'hui, la maison a complètement changé. Depuis ce moment-là? Oui. Vous avez eu besoin de changer tout? On a changé. On a tout changé. On a tout changé. On a cassé des murs. On a tombé des cloisons, on a fait tomber des cloisons, on a fait faire de la peinture.
On a recréé un lieu à tous les deux. Voilà. Vous avez recréé de nouveaux souvenirs communs. C'est comme si vous Voilà. aviez vécu avec quelqu'un d'autre finalement. Voilà. Une autre vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vous avez eu besoin de recréer votre nid à tous les deux. C'est une situation surréaliste, c'est vrai. Ce qui est clair, c'est que nous avons une personnalité, comme je l'ai dit, avec les millions de milliards de souvenirs que nous constituons. Au même titre que là, si je demande à quelqu'un si vous vous souvenez de M. Kennedy, tout le monde va penser à l'assassinat de Kennedy. C'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique, la mémoire du savoir. Si je Ça, vous demande... vous en souvenez? Non, je m'en souviens pas, mais par contre, je le sais. D'accord. Vous l'avez appris depuis? Je l'ai appris depuis. J'ai appris beaucoup de choses de par le biais d'Internet, de tout ce qu'on peut raconter. On apprend, c'est une source de... La première année de... Je vais dire la première année de ma vie, il y a 4 ans, c'était... j'étais boulimique. J'étais suivi par une neuropsychiatre. Je suis boulimique d'apprendre. Alors, ce que je disais, c'est que nous avons donc une mémoire du savoir que la capitale de l'Espagne, c'est Madrid, Rome, l'Italie. Donc, nous avons cette mémoire-là qui ne nous gêne pas trop dans la vie courante parce que, bon, on n'en a pas besoin toutes les 5 minutes. En revanche, de savoir qu'on aime le marron, on en refait la maison, tout simplement parce que les couleurs ne nous plaisent plus. Savoir qu'on a peur des chiens, savoir qu'on aime quand c'est très salé, toutes ces choses-là, vous les avez remémorisées et a priori, vous les avez gardées en mémoire. Voilà. Est-ce qu'on a su d'où venait cette amnésie? Non. Alors, vous me disiez tout à l'heure que la maison vous plaisait moyen, et votre femme, elle était à votre goût? Question sympa, vous avez intérêt à dire oui. Ce serait mieux. Je vais vous aider, allez-y, dites oui. Oui, non, mais bon, la maison, oui, parler la oui, maison, c'est... Ça doit être difficile parce que... Oui, c'est une personne qui m'est venue en aide dans un premier temps, puisqu'elle est quand même descendue de Lyon à Narbonne pour venir me chercher. Donc c'est pour ça que je l'ai suivi, sans savoir où j'allais. Mais je l'ai suivi quand même. Je lui ai fait, comme disait tout à l'heure après, David, il faut à nouveau se séduire, se plaire, se connaître déjà. Voilà. Apprendre à se connaître. Je dirais apprendre, je dirais même réapprendre l'amour. Et vous avez aussi dû... Pour moi, c'est le même homme, physiquement, et je l'aime autant qu'avant. Mais il faut que j'aille doucement avec lui, parce que lui, il faut qu'il réapprenne à me connaître. Et on n'est pas sur les mêmes niveaux, en fait. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la façon dont on se souvient des choses va aussi dépendre du contexte et des émotions du moment. Si on est amoureux de quelqu'un et que cette personne vous donne son numéro de téléphone, il y a de fortes chances que vous vous en souvenez. Si par contre, je vous donne le code pour rentrer chez moi et venir me voir ce soir, je suis sûr que vous allez oublier. Donc, en fait, les émotions que l'on accroche à un souvenir vont permettre de mieux mémoriser, selon ce que l'on classe les choses. On a tous des choses qui nous impactent plus parce qu'il y a une émotion collective ou pour un individu. Michel, bonjour Michel. Alors dans votre cas, Michel, c'est une maladie orpheline qui est à l'origine de votre amnésie, la spondylarthrite. Comment cette pathologie a-t-elle indirectement provoqué la perte de mémoire? Alors, elle a déjà fait que pendant 10 ans, je suis restée en fauteuil roulant pendant que mon dos se cassait, mes jambes ne marchaient plus. Donc, on m'a bourré de morphine parce que mon dos me faisait horriblement mal. Ce qui fait que les signes précurseurs des infections urinaires, je ne les ai pas sentis. Et quand le médecin s'en est rendu compte, c'était trop tard, j'ai fait une septicémie foudroyante et je suis partie en coma dépassé pendant 6 jours. Et puis, on a pensé que je ne me réveillerais jamais. Et puis, on a dit à mon mari d'aller chercher tout ce qu'il fallait pour m'habiller, que c'était fini. Il est parti, il est revenu. Et puis, apparemment, j'ai ouvert les yeux et puis j'ai vu un homme au-dessus de moi. Je lui ai demandé qui il était. Il m'a dit « Je suis ton mari ».
Alors là, j'ai coutume de dire que je suis sortie du coma en zigzag, parce que j'ai posé une question bizarre. Je lui ai dit, ah oui, et où? Ce qui n'a rien à voir avec le mariage. Alors bon, à partir de là, il a fallu tout réapprendre. Je ne savais pas que j'avais des enfants, je ne savais pas que j'avais une petite fille, je ne savais pas où j'étais. Quand on me demandait qui j'étais, je répétais, je donnais mon nom de jeune fille et mon adresse de mon enfance. Donc vous vous souveniez? Je ne me souvenais que de mon enfance. De votre enfance et de votre nom de jeune fille? Et de mon adresse quand j'étais petite. Comment a réagi votre mari? Il vous a tout réappris? Il m'a tout réappris, oui. C'est-à-dire, je suis restée 6 mois à l'hôpital, donc il venait me voir tous les jours. Et bon, il a fallu qu'il m'apprenne que j'avais 2 enfants déjà. Donc il y a mis un peu les formes. Et là, ça a été une grande terreur. Hein. Je pense qu'on a un petit peu tous la même chose. C'est quand on se rend compte qu'on a un tel vide, qu'on ne se souvient pas qu'on a des enfants. Pour une maman, c'est terrible. Peur de ne pas savoir les aimer. Non, mais c'est que je ne savais pas qui ils étaient, ni un garçon, ni une fille, ni quel âge ils avaient, rien. Donc vous êtes sortie de l'hôpital au bout de 6 mois, vous êtes rentrée chez vous? Oui. Qui vous a aidé à renouer avec votre passé? Alors il y a eu mes enfants habitaient en Angleterre à cette époque-là. Donc ils me téléphonaient tous les jours pour me raconter des histoires que nous avions vécues ensemble, l'un, l'autre. Il y a des choses qui revenaient ou pas du tout? J'ai du mal à savoir si ce sont des choses qui sont revenues ou des choses que j'ai appris par cœur. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a des choses que je sais, mais je ne sais pas comment je les sais. Mais ça n'a pas d'importance. Je les sais, c'est tout. Comment vous avez vécu cette période? Mal. Pendant 6 mois, j'ai voulu mourir. Je ne voulais plus vivre. J'avais pas... C'est-à-dire, j'étais encore en fauteuil roulant. Et quand j'avais perdu l'usage de mes jambes, je m'étais raccrochée à ma tête. Donc j'avais créé des choses, j'avais écrit des bouquins, j'avais fait... Et là, tout d'un coup, ma tête aussi me lâchait. Et alors là, pendant 6 mois, ça a été affreux. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, j'ai plus ma tête, j'ai plus mes jambes. Ma tête, on me dit que si ça ne revient pas en 1 an, ça ne reviendra pas. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec mes jambes. Et donc, j'ai réappris à marcher. Et pendant 10 ans, j'avais plus de muscles, j'avais plus rien. Et donc, c'est mon mari qui m'a réappris à marcher tous les jours. Alors d'abord, se lever du fauteuil, m'accrocher à ses épaules, tenir quelques secondes. Enfin, ça a duré 1 an. Et puis, il m'a tout réappris. Je suis arrivée, la maison, je ne me souvenais pas du tout. C'est pourtant une maison dont il avait fait les plans, on avait décoré ensemble. Et puis, j'ai fait un petit peu comme Stéphane. Quand je suis arrivée... vous a plu ou pas? Non, mais d'abord, je l'ai pas reconnue. J'étais terrifiée quand je suis rentrée dans cette maison. Les brancardiers me montaient dans les escaliers. Je ne reconnaissais pas du tout cette maison. Je ne me sentais pas du tout chez moi. Et j'ai fait un petit peu comme Stéphane, c'est-à-dire que j'ai bazardé les meubles. Et puis j'en ai mis de nouveaux parce que il fallait que je me sente chez moi. Et votre mari, vous avez appris à le... Ah, mon mari m'a oui, parce que comme on avait construit cette maison ensemble, il me donnait des anecdotes pièce par pièce. Voilà, ça c'était la maison qu'on avait construite face à la mer Méditerranée, parce que j'habite à Sète. Et puis malheureusement, il est décédé 2 ans après ce coma et j'ai quitté la maison. Et comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. Je me suis faite à l'idée qu'il était ma mémoire vivante, comme vous, et il n'est plus là. Donc quand on me pose des questions, si je ne sais pas, je ne sais pas. Et avant, ça m'angoissait, ça me rendait furieuse, ça m'énervait. Maintenant, je l'ai pris avec philosophie, même si je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes dans l'acceptation? Oui. Oui, parce que je ne peux pas faire autrement. Dominique est également parmi nous. Qu'est-ce que vous avez eu comme problème de santé? J'étais sportif, je faisais des jogging et des marathons. Et sur un marathon, au dernier kilomètre, troisième avant-dernier kilomètre, je suis tombé. Mais je ne peux rien dire parce que je n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'ai fait. On m'a raconté, moi je me suis réveillé 15 jours après à l'hôpital et c'est tout ce que je peux dire, mais je ne peux rien dire, c'est toi qui peux dire. Je ne me souviens pas de ça, j'étais dans le coma alors. Donc, réveil, vous étiez dans quel état? Je ne me vois même pas partir à faire mon marathon, je ne me vois pas dans le marathon. En fait, je me suis retrouvé un jour à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi. Et c'est les gens qui sont venus qui m'ont dit, tu as fait cette course-là, tu es tombé là.
Quand vous êtes allé le voir à l'hôpital, il vous a pas du tout reconnu? Non, pas du tout. Ni la voix, ni rien? Non, absolument rien. Quand vous êtes rentré chez vous? D'abord, je ne me souviens pas que je suis rentré chez moi. Mais une fois que j'étais à la maison, j'étais à la maison où j'aurais été chez le voisin, ça aurait été le même. Je ne reconnaissais rien du tout. Rien reconnu. Donc, vous avez dû tout lui réapprendre? Tout lui réapprendre, oui. Tous les jours, on allait faire des petits tours autour du quartier. On restait toujours sur le même trottoir pour lui réapprendre le quartier, lui réapprendre que c'était sa maison, que c'était... Jusqu'au jour où ça a duré pendant 2-3 mois où j'allais vraiment tous les jours avec lui. Et puis, son ergothérapeute me disait toujours, il ne faut pas trop le couver non plus, il faut l'apprendre à se débrouiller tout seul. C'est dur de le faire partir tout seul sans savoir s'il va revenir. Donc finalement, je l'ai fait, j'ai décidé de le laisser partir tout seul, mais en le suivant de loin. Qu'est-ce que vous portez autour du cou? Alors ça, c'est le Mémix. En fait, c'est mon pense-mémoire, je vais dire. Parce que j'ai aussi un agenda, ça. Tous les jours, j'inscris ce que je dois faire à n'importe quelle heure. Mais si maintenant, je le regarde tous les matins. Je le regarde tous les matins et je sais ce que j'ai à faire. Par exemple, à 10h, j'ai quelque chose à faire. Bon, je le sais. Je le mets là, puis après ça, je vais sur le PC. Mais je l'oublie, après, je ne sais plus. Alors, je ne le fais pas à 10h. Et ça, je mets le message dedans. Et à 10h, il va sonner, tu dois faire ça. Alors, je vais le faire. Et il est toujours autour de mon cou. Parce que vous avez oublié ce qui s'est passé avant votre accident, mais apparemment, vous continuez à oublier ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ouais. Au fur et à mesure, vous oubliez? Peut-être pas au fur et à mesure, mais par exemple, elle est à la cuisine, elle me dit, va chercher une boîte de petits pois à la cave. Le temps de descendre, je ne sais plus, je dois le rappeler, qu'est-ce que je dois prendre? Bon, je vais par exemple à la cave chercher cette même boîte de petits pois, mais dans l'escalier, il y a le balai qui n'est pas bien placé à mon goût. Alors je replace le balai. Le fait de faire ça, j'ai oublié ce que je devais faire, alors je dois lui redemander. Et le travail de la moustache, vous n'avez pas oublié ça, manifestement? Non, ça c'est... Vous le faisiez déjà avant? Non, j'ai commencé. C'était une lubie, en fait, après, comme les camarades ici ont eu un truc après, moi je lui ai dit, tiens, je vais faire ça aussi. C'est nouveau. En plus de... Oui, en plus... Vous avez de nouvelles passions à part la moustache? Exactement. Comme j'étais chauffeur de car international, et ce qui est paradoxal, maintenant, je ne veux plus conduire. J'ai horreur de ça maintenant. Mais autant j'étais chauffeur de car, je n'ai jamais pris une photo. Et maintenant, depuis mon accident, j'arrête pas d'en prendre tout partout. Qu'est-ce que vous prenez en photo? Tout et n'importe quoi, pour bien me dire, là, j'ai vraiment été là, je suis certain d'avoir été là, parce que comme je ne me souviens de rien du tout, même pas de notre date de mariage, je ne me souviens de rien du tout, heureusement que les photos sont là. Et vous prenez votre femme en photo? J'arrête pas de la prendre. Mais il me prend toujours en photo, mais lui n'est jamais sur les photos, c'est ça le problème. Alors, depuis cette amnésie, votre quotidien a totalement changé, votre mémoire présente, ce que je disais, est également affectée, mais nous allons voir que vous êtes très bien organisé pour tenter de ne rien oublier, c'est un peu ce que vous nous racontiez, mais on va en avoir la démonstration. Mon combat contre l'amnésie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, en Belgique, bien sûr, on avait reconnu l'accent. Regarde un peu, dis-moi un peu ce qu'il te faut. Pétillante, une petite sauce. Non, une petite. Une petite pour la sauce, oui. Pour la sauce. J'aurais pas dû marquer, mais enfin je vais le rajouter. La préparation des courses, un moment qui demande beaucoup de concentration à Dominique et beaucoup d'explications pour René, qui garde toujours en tête une anecdote coûteuse. Ne va pas me chercher de la viande, hein. Non, parce que tu me l'as fait une fois, pas deux, hein. Tu te souviens de ça? Vaguement. Oui, ben oui. T'es sûr? Bah, je pense. J'ai pas acheté beaucoup, là. Quand tu es allé faire les grandes courses, tu m'as acheté pour 400 € de viande. Ah oui, c'est juste, oui. Tu te souviens? Oui. Dominique peine à se souvenir, mais René est toujours là pour trouver des astuces. Ça, c'est la commission. Donc, tu mets bien sur mon siège, hein, comme d'habitude, hein. Tu le mets sur mon siège, comme ça tu le vois et tu sais où tu vas. Oui, d'accord. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure, chérie. Tu fais attention à toi, hein. Oui, sans problème. Je stresse parce que, bon, quand il part seul comme ça, il oublie son itinéraire. Il est fort tête en l'air. Je peux l'envoyer à un endroit
et qu'il ne se souvienne plus qu'il doit aller à cet endroit-là. Au début, je me suis souvent perdu. Maintenant, ça va mieux. Hein. Par exemple, maintenant, je sais que je vais arriver à un rond-point. Je sais qu'à gauche, il y a un grand magasin. Ça, c'est un point de repère. Ça, je ne dois pas oublier. Hein. Je ne sais même pas si j'ai pris la carte de banque. Il faut que j'appelle ma femme. Oui, chérie, dis, je ne sais plus si j'ai pris la carte de banque. Ben, regarde un peu dans ton portefeuille. Mon portefeuille, je ne sais même pas où il est, mon portefeuille. Regarde aussi dans la poche de ta chemise. Ah, dans la poche de ma chemise. Enfin, tu la mets souvent là. Ah oui, effectivement, je l'ai. D'accord. Désolé, hein. Dominique est donc paré pour faire les courses, mais les difficultés ne font que commencer. Petit déjeuner. Mais apparemment, c'est pas là. Le supermarché, c'est toujours celui-là que je fais parce que je connais le pourtour. Je sais avec le pain et là-bas qu'ils ont été ici, automatiquement. Voilà, quand il faut commencer à rentrer dans les rayons. Et pourtant, ça fait maintenant plusieurs années que je le fais. Hein. Et j'y arrive pas. Pardon, madame. Vous ne connaissez pas le rayon du sel? Le sel. Parce que... Dernier rayon? Oui. Merci, madame. Ce qui est éprouvant pour moi, c'est le fait de ne pas savoir où sont les affaires. Alors ça m'énerve, ça me stresse, et puis alors je commence à trembler comme une feuille, et puis voilà. En fait, c'est surtout ça, ça m'énerve, ça me prend la tête. J'ai chaud. Merci, bon après-midi, au revoir. Je suis trempé. Ah, ça va mieux, je suis content. Ça a été? Ouais, mais quel bordel, hein, je te jure. Ah oui, mais tu demandes des trucs, c'est incroyable. Pourquoi de la farine? Oh, je me suis trompé. Et fermentante? C'était du sel. Oui. Merde. Bon, bah tant pis, hein. Oh, je me suis trompé. Tu es contente? Ça fait plaisir de voir qu'il s'en sort dans les magasins. Parce qu'il y a 3 semaines de ça, il n'aurait pas fait les courses comme ça. Même avec le papier, même avec tout ce qu'il fallait. Mais j'ai demandé beaucoup. Hein. C'est vrai? Ah oui. Je suis fière. Je peux dire que je suis fière de lui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien, chérie. Et si Dominique progresse de jour en jour, c'est qu'il a su se créer de nouveaux repères. Répétition d'Ogora à Sainte-Anne-Waterloo et payer les 4 places. Répétition d'Ogora à Sainte-Anne-Waterloo et payer les 4 places. Avec ces outils, je pense que j'ai retrouvé une vie normale. C'est à moi à m'adapter. Je fais avec ce que j'ai, avec tous les points de repère. J'ai des post-it un peu à droite et à gauche. Et c'est comme ça qu'on récupère la mémoire, tout doucement. Il faut toujours travailler, c'est ce qu'on m'a dit, alors je travaille. Malgré ce travail au quotidien, rien ne serait possible sans René. J'ai encore besoin J'ai besoin que ma femme soit à côté de moi, en fait. Si elle n'est pas là, je suis perdu. Vous avez l'impression de progresser? Oui, tout à fait. Mais je pourrais dire aussi que je suis bien entouré. Mon thérapeute, elle est bien à côté de moi. C'est elle qui m'a donné tous ces trucs-là. Mais si vous permettez, je voudrais bien rajouter un petit peu quelque chose pour le... je ne sais plus comment ça s'appelle. Benoît. Il y a quelque chose qui est difficile surtout au début, quand on a ce problème, c'est le regard des gens. Le regard des gens est très difficile parce que ils ne voient pas qu'on a quelque chose. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Si on oublie, on va nous dire, oui, mais moi aussi j'oublie. Seulement quand une personne, je veux dire, normale, va oublier une fois, sur la journée, nous, on va l'oublier 10, 15 fois. Et ça, c'est embêtant. La chance que j'ai, moi, c'est que, comme je fais aussi partie d'un groupe qui ont eu le même problème que le mien, le problème de santé, on a une petite carte qui montre qu'on est handicapé, je veux dire. Et ça, moi, je le montre souvent, que ce soit contribution. Ça fait ça. Et il faut être extrêmement patient à ses côtés. Ah oui, toujours.
dû être toujours simple, j'imagine. Ah non, c'est pas évident. Des moments où on doit perdre patience. Il y a des moments où on perd patience, mais alors on doit se cacher. Tu vas aller dans une autre pièce pour dire de verser sa larme, pour vider son sac toute seule, quoi. Pour repartir de plus belle après, pour être derrière, pour pouvoir l'aider. Alors, on va ouvrir la deuxième partie de notre émission, les pièces manquantes de ma mémoire, et on va continuer avec Stéphane. Stéphane, vous nous racontiez que le 17 avril 2009, vous avez disparu, vous avez erré pendant 2 jours sans savoir qui vous étiez, et puis votre famille vous a retrouvé. Vous étiez devenu totalement amnésique. Aujourd'hui, comment tentez-vous de reconstruire votre passé ? Comme disait David, j'ai vu le reportage de M. Huret. J'ai eu l'occasion de l'avoir en ligne. Il m'a beaucoup aidé. Et comme je lui ai dit, le jour où j'ai vu ton reportage, pour moi, c'était un lâcher de corde. Et moi, j'ai attrapé une de ces cordes. Et t'as pas intérêt à me lâcher la corde. Voilà. Vous aussi, David, vous avez ressenti ça ? Oui. Ouais. Et là, un espoir voilà, c'est un... de vous raccrocher. Voilà, de se raccrocher à quelque chose. Parce qu'il y a des moments où on perd pied. On perd pied. On dit on est au fond. On dit qu'on est au fond du trou. Ouais. Vous avez été très dépressif aussi ? Je suis descendu au fond du trou. Ouais. Je peux vous dire qu'au fond du trou, c'est pas fini, il y en a encore du vide. Il y a du vide. Comment vous allez tous les deux, votre couple ? Actuellement, on réapprend à s'aimer. Voilà. On réapprend à s'aimer et j'espère que... On prend soin l'un de l'autre, voilà. Il y a beaucoup de tendresse. Il n'y a pas la passion qu'il y a eu dans les années antérieures. Et c'est vrai qu'il réapprend à me séduire et vice-versa. Ta femme, c'est une belle épouse. Regarde son châle. T'as un beau soleil. Pour vous aussi, ça a été difficile ? Oui, ça a été très difficile. Nous aussi, on réapprend. Pourtant, ça va faire 8 ans cette année. Mais je peux dire que nous, je vais dire qu'on a vraiment on se rapproche beaucoup plus seulement depuis 1 an et demi. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où on se dit qu'on aimerait se quitter parce que finalement on se sent peut-être obligé de s'aimer alors qu'on ne se connaît plus ou qu'on ne s'apprécie plus forcément, sauf qu'on doit se dire on a envie de partir mais en même temps on est dépendant parce qu'on ne peut pas vivre seul, j'imagine, dans ce type de situation. Ça, moi, c'était plutôt au début. Au début, je voulais partir, moi je voulais plus... Ouais. Je ne voulais pas rester... J'intéressais plus personne, j'étais inutile ici en fait. Alors c'est autant rester, autant partir. Puis bon, mais partir, quand vous dites partir, c'est carrément en finir ? Oui, ouais, carrément. C'est ça, c'est lié à ça, c'est un état extrêmement dépressif. C'est passé la ligne. Ça va très loin, ça. Voilà. Et puis David et Stéphanie, pardon, excusez-moi, mais par ça, j'étais devenu alcoolique aussi, à cause de ça. Oui, la dépression, comme disait Stéphane, la dépression, avoir travaillé toute sa vie et puis se retrouver en disant j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Et c'est vrai Et vous qui êtes auprès de lui, vous ne avez pas frôlé la dépression ? Moi, si. Moi aussi. Moi, je suis toujours soignée. Je me suis promenée pour la dépression sur les rivages, aussi. moi, de la dépression. Et ça va mieux aujourd'hui ? Oui. Aussi, là, moi aussi. Ce que je peux juste dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on est confronté à ce genre de soucis, d'amnésie, c'est tous les gens qui sont autour de vous, comme vous-même, tout le monde souffre. Vous vous retrouvez en fait parachuté du jour au lendemain à partager votre vie avec des inconnus. Et les gens qui vous sont proches, vous leur êtes inconnus. Donc c'est retrouver 2 personnes en sachant que la personne qui n'a pas été malade vous a connu d'une certaine façon et elle va vous découvrir d'une autre façon. Et vous découvrez la personne avec qui vous vivez. Donc c'est très très difficile, c'est très angoissant pour les deux, pour tous les gens autour, parents, enfants, amis. C'est très angoissant pour la personne qui le vit, qui est le malade, mais c'est aussi très angoissant pour l'entourage. C'est pour ça qu'il faut être soutenu, c'est pour ça qu'il faut se tourner vers les associations, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vous avez parlé d'ergothérapeute, vous avez parlé d'orthophoniste. Il faut vous faire aider parce qu'en fait, vous allez réapprendre, mais il y a des méthodes pour réapprendre plus vite.
Il y a des phrases que les gens disent qui font mal parfois. Bien sûr, certainement. Parce qu'on est dans un groupe, par exemple, on explique quelque chose. Bon, je dis, excuse-moi, moi, j'ai pas compris, tu me le rappelles. À quoi ça sert que je te l'explique? Dans un quart d'heure, tu vas l'oublier. Quelque part, ça fait mal, ça. Et je constate une chose, c'est que vous êtes très très bien organisé et a priori en Belgique vous avez une carte disant que vous êtes amnésique. Ouais. Eh ben, on devrait faire la même chose, on devrait copier. J'ai entendu ça tout à l'heure, oui. C'est vrai. David, vous qui vouliez participer à notre émission, est-ce que vous vous sentez mieux de vous savoir peut-être moins seul? Oui, ça fait quand même du bien de savoir qu'il y a d'autres personnes. Vous êtes dans quel état psychologique aujourd'hui? Je remonte quand même la pente. Ouais. C'est difficile. Il est toujours à la recherche de savoir qui il est. Il n'a jamais abandonné cet espoir de savoir qui il est vraiment. Donc l'avancée est difficile. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui? Ma femme. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Ça, c'est le mariage, notre mariage, oui. Vous êtes mariés quand? Après l'accident. Après l'accident, oui. Ouais. Qui en a eu envie? C'est lui qui m'a demandé. Vous vous souvenez de la date de votre mariage? Les hommes ne s'en souviennent jamais. Prends votre défense tout de suite, David. Il va s'en souvenir. Le 27 juin 2009. 2009, oui. Benoît, comment peut-on aider Stéphane à aller de l'avant? Déjà par l'humour, parce que ça décontracte et ça calme un peu l'anxiété. En fait, il y a plein de petites choses pour essayer d'aider à récupérer la mémoire et en tout cas se souvenir un peu mieux. Par exemple, déjà, il faut avoir une vie relativement équilibrée en dormant, parce qu'on s'est rendu compte... Je dors énormément. Voilà, je peux faire des 18 heures de... Il est décalé. À dormir 18 heures, je pense que j'y arrive facilement. Bon. Alors, ce dont on s'est aperçu et qui est très clair, c'est qu'on est conscient que dans le sommeil, il y a des processus de réorganisation de ces souvenirs et probablement création de chemins rapides. C'est-à-dire que on revisualise le trajet qu'on a fait en voiture, les expériences qu'on a eues dans la journée et on consolide des connexions. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des autoroutes à partir de la petite voie qu'on a créée dans la journée. Donc, le fait de se souvenir qu'on a fait une recette, qu'on a confectionné un plat, probablement que durant le sommeil, on refait ce plat, on refait cette recette et on fabrique des choses qui fait qu'on va penser à saler la pâte, qu'on va penser à faire chauffer, etc. Donc, si vous voulez, on consolide les souvenirs des choses que l'on a pris dans la journée. On dénoue aussi des problèmes, absolument. Alors, il y a ça, il y a le sommeil. À côté de ça, il y a tous les petits, ce qu'on appelle les pense-bêtes, c'est-à-dire toutes les techniques qui consistent à refaire les choses à peu près dans le même ordre, quand on veut apprendre quelque chose de nouveau, essayer de visualiser que l'on apprend cela en l'accrochant à un souvenir qui nous est très fort. Par exemple, si on se souvient bien de sa maison, eh bien associer la cuisine au fait qu'on va faire les courses pour aller chercher le pain, le sel, la farine, etc. Donc, en mettant les choses à des endroits que vous connaissez, quand vous allez faire les courses, vous allez dire, alors d'abord, dans la cuisine, j'avais ça et ça à acheter. Et puis, elle m'a aussi demandé les produits ménagers. Donc, vous allez venir mettre ces informations dans un lieu que vous connaissez et ça permet de mieux le remémorer, voilà, de se le ramener à la surface. Vous viendrez nous donner des nouvelles? Je peux dire une chose quand même, c'est que moi, ça fait quand même, c'était en 2003, donc j'ai plus d'ancienneté, si on peut dire. Donc je pense qu'il peut très bien, je suis venue témoigner aussi de ça, c'est qu'il va arriver un moment où ça va aller. Mais il faut du temps. Ça ne date pas d'hier matin, mon histoire. Comment? Il ne faut surtout pas rester seul. Ouais. Merci à tous d'être venus. Sachez que la discussion se poursuit sur france2.fr et que vous pourrez retrouver Dominique, René ainsi que Michel pour un chat en direct. Merci, excellent après-midi. À bientôt pour d'autres histoires.